Merci beaucoup, professeur Abdelawi. Tout d'abord, je tiens à souhaiter plein de succès à la toute nouvelle association des pneumologues privés du Maroc, et en les remerciant de m'avoir invité pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, particulièrement à cœur, c'est la ventilation non invasive. Et donc la ventilation non invasive chez le patient, quelle est la place de la VNI dans la BPCO? Alors, on est vous êtes pneumologue, vous connaissez la BPCO très très bien, mieux que moi. C'est une maladie fréquente, source d'une morbimortalité qui est très très importante. Et malgré toute la compréhension dont on a aujourd'hui de la BPCO, on constate que quand même, elle reste parmi les 3 premières principales causes de mortalité de par le monde. Nos malades évoluent, et ils évoluent fatalement vers l'insuffisance respiratoire chronique. Et cette insuffisance respiratoire chronique va être volontiers hypercapnique, et c'est ce qui va nous poser le problème de cette prise en charge. Parce que les insuffisants respiratoires chroniques hypercapniques ont tendance à aggraver leur hypercapnie sous oxygène. Cette évolution vers l'insuffisance respiratoire chronique et hypercapnique va complètement changer la maladie. Ça a été largement prouvé, ça n'a pas besoin de plus de mots. Ça altère profondément la qualité de vie. Ça entraîne des exacerbations fréquentes et des hospitalisations, et donc mort lors de ces exacerbations. Ça diminue fortement la survie. Donc comment allons-nous prendre ces insuffisants respiratoires chroniques hypercapniques? Tout d'abord, pourquoi on va ventiler ces malades? Pourquoi tout simplement ne pas leur donner de l'oxygène? On va revenir un petit peu à de la physiologie, et on sait tous que dans la BPCO, il y a une part bronchique, c'est-à-dire un épaississement des parois bronchiques qui va entraîner une obstruction. Cet épaississement, il est multifactoriel, inflammation, hypertrophie musculaire, sécrétion. Et puis, on vient de le voir très très bien, les lésions emphysémateuses avec une altération profonde des petites voies aériennes qui n'ont plus d'attache, et donc une destruction finale des bronchioles. Tout ceci va aboutir à une fermeture des voies aériennes lors de l'expiration. Et donc, qui dit réduction du calibre des voies aériennes, dit augmentation des résistances. Et cette augmentation des résistances, aussi bien au cours de l'inspiration que de l'expiration. En effet, si chez un sujet sain, quand celui-ci veut expirer, les voies de conduction restent ouvertes, et donc ça va permettre le rejet de l'air. Chez le patient BPCO, il y a un collapsus des voies aériennes, une baisse de la pression de rétraction pulmonaire élastique, et donc des débits aériens qui vont être limités. On va avoir ce qu'on appelle piégeage, hyperinflation et distension. Donc, distension veut dire que avant que le patient enclenche un deuxième cycle inspiratoire, il a encore plein d'air dans les poumons, et donc il va ventiler avec des volumes qui sont hauts. Cette hyperinflation au repos, et bien sûr s'aggrave à l'effort. Tout ceci, les muscles respiratoires vont devoir le supporter. Le supporter pour pouvoir permettre des ventilations correctes. Donc une augmentation de la charge respiratoire, du travail respiratoire et des conséquences sur les muscles respiratoires. Vous connaissez tous très très bien ces schémas-là. C'est la position de repos du poumon au niveau de la CRF. Et au niveau de la CRF, chez un BPCO, l'hyperinflation va faire que cette force maximale va être obtenue à des petits volumes. La distension va entraîner un raccourcissement du diaphragme. La course diaphragmatique va être altérée, et donc le diaphragme sera moins efficace. Le diaphragme va être aplati par cette distension, et donc on aura un diaphragme qui est moins costaud. En plus de ça, ce sont des patients qui ont des traitements, qui ont une myopathie, qui prennent des corticoïdes, et donc qui ont une myopathie diaphragmatique, et ce sont des patients souvent porteurs de comorbidités. L'hyperinflation, donc on va avoir de l'air qui va rester dans les poumons, dans les alvéoles, dû à la fermeture prématurée des voies aériennes, et donc chez le BPCO, il y a cette notion de pipe intrinsèque d'une pression positive en fin d'expiration qui va être majorée par l'effort. Donc, augmentation du travail respiratoire, effort plus important des muscles respiratoires, puisque ces muscles devraient vaincre la pipe intrinsèque avant de pouvoir enclencher le cycle ventilatoire suivant, une fatigue musculaire qui les expose à des exacerbations fréquentes. Évolution vers l'insuffisance respiratoire chronique. Parce qu'il y a une inégalité des ventilations-perfusions, les zones restent correctement perfusées mais moins bien ventilées.
l'aggravation de l'hypoventilation alvéolaire au cours du sommeil, puis lors des exacerbations pour finalement aboutir à l'insuffisance respiratoire chronique hypercapnique et altération de la commande ventilatoire. Alors, qu'est-ce qu'on attend de la ventilation non invasive? Qu'est-ce que peut faire la VNI dans ces cas-là? Alors, la VNI, finalement, on va lui demander de contrebalancer tous ses effets physiopathologiques, contrebalancer toutes ses conséquences, diminuer le travail respiratoire, d'abord au sommeil, recruter certains territoires, et donc quand on recrute plus de territoires, on va augmenter le volume courant et améliorer la PaO2, lutter contre cette pipe intrinsèque et donc alléger le travail des muscles respiratoires, maintenir les petites voies aériennes ouvertes pour pouvoir diminuer la pipe intrinsèque et permettre une expiration prolongée. Bon, on peut s'arrêter là. La VNI peut faire ça, donc la VNI devrait être indiquée dans la BPCO. Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? VNI dans l'exacerbation de BPCO. Tous les mécanismes dont je viens de parler vont être aggravés, amplifiés dans l'exacerbation de BPCO. Et donc, il a été prouvé que la ventilation non invasive va alléger le travail du diaphragme, va diminuer le travail respiratoire, que cette pipe va générer la pression inspiratoire, va générer un volume courant plus important et la pression expiratoire va contrebalancer la pipe. Donc, en effet, plusieurs études ont utilisé la ventilation non invasive en aigu et ça a abouti à une deuxième revue Cochrane. La première a été publiée en 2004, C6 et celle de 2017, sont un complément. 17 études randomisées, pas mal de patients, tous insuffisants respiratoires aigus hypercapniques sur exacerbation et tous en groupe parallèle. Qu'est-ce qui ressort? Bon, un effet positif sur la mortalité. On a besoin d'intuber les patients. Donc, réduction de la mortalité de 46%, diminution du risque d'intubation de 65%, une réduction de la durée d'hospitalisation, diminution des complications, et là, je ne parle pas du coût. Ça a tout bon. Plus que ça, les recommandations Cochrane vont proposer la VNI en première intention dans la prise en charge de l'exacerbation BPCO, même lorsque l'acidose est sévère, même lorsque le pH est très profondément bas, inférieur à 7,30, on devrait essayer la VNI. Donc, l'indication de la VNI dans les exacerbations de BPCO doit être la plus large possible. Elle a prouvé son efficacité devant tout signe de lead respiratoire, devant l'acidose. Ne pas hésiter à démarrer devant des décompensations sévères avec des acidoses inférieures à 7,3, avec des recommandations unanimes. Toujours l'essayer en première intention, bien sûr, sauf risque vital immédiat. Jusque-là, c'est bon. VNI dans l'exacerbation, c'est OK. Qu'en est-il pour la VNI au long cours, insuffisant respiratoire chronique hypercapnique de BPCO? Eh bien là, les choses vont commencer à se gâter. Théoriquement, on attend la même chose, sauf que c'est en état stable. On attend la même chose, diminuer le travail respiratoire, mettre au repos les muscles respiratoires, etc. Et donc, qu'est-ce que ça fait là aussi sur des études? Est-ce que la VNI a vraiment donné satisfaction dans cette indication-là? Alors là, c'est une c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2002 par l'ERJ, un certain nombre d'études randomisées contrôlées, d'autres pas, qui ont utilisé la VNI sur des périodes variables sur cette indication, insuffisance respiratoire chronique hypercapnique de BPCO. Finalement, plein de paramètres ont été étudiés avec des conclusions controversées. Des résultats poulés de toutes ces études, pas de différence significative, c'est-à-dire bon, certains trouvaient une petite amélioration de la PaO2, d'autres non, sans que ce soit significatif. La CAPNI, qui est vraiment le marqueur, enfin la mesure principale, enfin ce qui nous embête, la CAPNI, finalement pas de diminution significative de la PCO2, pas d'amélioration sur des gaz, pas d'effet sur la fonction respiratoire. Par contre, je voudrais juste de retenir cette étude, c'est pas une petite étude, c'est une très belle étude de Diaz qui a montré une diminution significative du VR. Donc mettez ça dans un petit bout de votre cerveau, on va y revenir tout à l'heure. Sur les muscles respiratoires, donc là aussi les résultats sont contradictoires. Sur la fonction, le test de marche, pas vraiment. Une seule étude a évalué la qualité de vie et qui montrerait une amélioration de la qualité de vie. Donc, bon, études contrôlées randomisées n'ont pas prouvé l'efficacité de la VNI. Donc, doit-on continuer à en parler? VNI dans l'insuffisance respiratoire chronique hypercapnique du BPCO ou pas? Plus récemment, une deuxième méta-analyse de 2017, là aussi, un certain nombre d'études
depuis 1996 jusqu'à 2017, avec des patients insuffisants respiratoires chroniques hypercapniques post-BPCO. On va comparer la VNI plus ou moins OLD avec OLD seul, et puis on va voir ce que ça va donner comme résultat. Donc là, un effet plus ou moins positif sur la mortalité et un effet plus ou moins positif sur la CAPNI sans que ce soit vraiment très parlant. Maintenant, regardez bien ces deux petits tableaux et je vous demanderai de regarder plus précisément ces deux études. L'étude de Collen en 2014 et l'étude chinoise en 2017. On voit bien que les résultats dans ces études-là sont beaucoup plus importants, beaucoup plus probants, beaucoup plus intéressants que le reste des études. Donc, on va essayer d'y revenir un petit peu. Alors, les deux études, l'étude de Collen 2014, c'est une étude germano-australienne et l'étude chinoise de 2017. Alors, l'étude de Collen est intéressante dans la mesure où c'est une étude sur une année, sur un nombre conséquent de patients, comparant VNI plus ou moins OLD plus OLD seul. Quelle est la différence? La différence est là. La différence, ce sont que dans ces deux études-là, on a commencé à ventiler les patients avec des pressions très élevées par rapport à ce qu'on fait d'habitude pour les BPCO. L'étude de Collen, donc c'est une étude entre allemande et australienne qui a regroupé en deux bras patients insuffisants respiratoires chroniques hypercapniques qui vont recevoir de l'OLD, d'autres vont recevoir la VNI plus ou moins OLD. Des patients bien sûr tous sévères, tous hypercapniques. Sur la mortalité, on voit bien sur ce Kaplan-Meier, on voit bien que la mortalité dans le groupe VNI est de loin moins importante. Sur le groupe VNI, 12 décès, soit 12%, le groupe contrôle, 31 décès, soit 33%. Pareillement, et pour des études, on voit que cette VNI arrive à diminuer la CAPNI, alors qu'à un certain moment, on nous disait, écoutez, chez le BPCO, si la CAPNI n'augmente pas, c'est bon. Maintenant, si vous ne pourrez pas la faire baisser. Eh bien non, ici, dans cette étude-là, la CAPNI diminue de façon importante, voire on va en voir une autre où elle va se normaliser. Donc, si vous voyez un petit peu ici, ça passait, excusez-moi. Donc, il y a une diminution, il y a un effet significatif sur la PaCO2, sur le pH, sur les bicards et sur le VMS, sur la fonction, le VMS. Pas de différence significative sur la PO2, la CVF, le test de marche et sur VR, sur CPT. Et quand on lit un petit peu en détail, eh ben on se rend compte que sur cette étude-là, on a ventilé les patients avec des pressions inspiratoires très élevées, donc avec une IPAP en moyenne de 22 cm d'eau. Et chez des patients, les patients, on les a ventilés de telle manière à ce qu'on ait une fréquence respiratoire de sécurité qui est assez élevée. Donc on les a un petit peu augmenté leur fréquence respiratoire et on va voir pourquoi. Et du coup, ce papier est sorti pour comparer ces deux stratégies de ventilation. Je ne vais pas dire de mode, mais deux façons de ventiler. Soit on va ventiler en low intensité, c'est-à-dire avec des pressions inspiratoires inférieures à 18, soit on va ventiler avec des pressions beaucoup plus fortes, beaucoup plus importantes, avec une IPAP qui va en moyenne jusqu'à 28. J'ai lu des études où on mettait des 40 mm de mercure dans le ventilateur, ce qui est pas mal, c'est assez agressif. Donc ça a commencé par des études allemandes et maintenant c'est en train de se généraliser. En effet, lorsqu'on ventile avec des IPAP assez basses, peu d'études ont montré vraiment un bénéfice de la VNI, mais la majorité des études n'ont pas montré d'efficacité de la VNI sur les paramètres étudiés. Généralement, c'est la PaCO2, c'est la fonction respiratoire ou c'est la CAPNI nocturne. Par contre, quand on ventile avec des IPAP élevés, ça commence à changer. Et là, c'est Windisch et Cole qui a constaté que finalement, c'est probablement en rapport avec le niveau bas des IPAP qu'on n'avait pas de résultats. Donc ça a commencé par des études rétrospectives pour après aboutir à des véritables études randomisées contrôlées. Windisch en 2016 qui a noté un effet positif sur la PaCO2 avec une diminution conséquente, avec une diminution de 13 mm de mercure sur la PCO2, avec une amélioration du VMS. Après, il y a eu là aussi l'amélioration de la qualité de sommeil, de la CAPNI nocturne, et puis
là, c'est également une étude intéressante qui a comparé les deux façons, les deux stratégies ventilatoires, avec une IPAP faible et une IPAP élevée en faveur des pressions élevées, et l'étude de Collen dont on vient de voir un petit peu les résultats sur la mortalité et la capnie. Donc, comment on peut expliquer cet effet de ventiler les patients avec des pressions élevées? Pourquoi serait-elle plus efficace dans l'insuffisance respiratoire chronique hypercapnique? Eh bien, ça a commencé en fait il y a 24 ans, et puis nous, on n'a pas fait attention. On n'est pas bon. Tout commençait en 1995 par cette petite étude de Mechan. C'est une petite étude randomisée en crossover, un faible effectif, 14 patients avec une capnie supérieure à 55. Ils ont d'abord été ventilés en spontané, c'est-à-dire sans fréquence respiratoire imposée. Et puis, l'objectif de cette étude est de voir jusqu'où ils pouvaient aller. Jusqu'où pouvait aller en pression inspiratoire, jusqu'à l'IPAP, jusqu'à la limite tolérable. L'objectif, c'était ou bien d'améliorer la capnie, ou bien d'aller au plus haut qu'on puisse aller sur une IPAP. Et donc, ça a été évalué sur une CAPNO ou sur une PaCO2, et l'IPAP moyenne était de 18. Et donc, cette étude-là montrait déjà que, on arrivait à diminuer les chiffres de capnie, puisqu'on était parti de 55,8 mm de mercure, si j'arrive à bien voir, et pour arriver 52, on arrivait à perdre 3 à 4 mm de mercure sur la capnie. Et ce qui était important aussi, c'est qu'on arrivait à améliorer l'oxygénation, on a amélioré la PaO2 sous VNI. Et la sous VNI. Et là, il y a également un petit effet sur le VMS, mais il n'est pas très clair. On en reparlera tout à l'heure. Donc, après, en 2002, vous vous rappelez la petite étude de Diaz dont je vous ai parlé. Cette étude-là a montré que la diminution de l'hyperinflation qui était mise dans cette étude-là, quand on lit tout le papier, là aussi, Diaz ventilait les patients avec des pressions très élevées, 3 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 3 semaines. Et sur cette durée-là, il a quand même pu avoir une diminution de la capnie, je parle chez un BPCO stable, hypercapnique. Et à partir de 2005, alors, on a eu plusieurs publications de Windisch, d'abord rétrospectives, puis en prospectif, avec des IPAP de plus en plus élevés. Et la nouveauté, c'est qu'à ce moment-là, il va imposer une fréquence respiratoire en moyenne de 22 cycles par minute pour avoir une réduction importante de la PaCO2. Ça a donné lieu à ce papier où il y avait une diminution optimale, maximale de la PaCO2. Et vous voyez ici, sur le même schéma de ventilation, une PaCO2 qui va perdre 6,9 mm de mercure, une PaO2 qui va augmenter avec un gain de 2,3 points et surtout un VMS qui passe de 1,03 à 1,17. On parle là de patients insuffisants respiratoires chroniques, c'est-à-dire qu'à la base, même avec tous les traitements, même avec la réhabilitation respiratoire, on n'a pas d'effet sur la fonction. Et donc, succession de ces études, IPAP élevé, fréquence respiratoire imposée, et quand on voit le diagramme là, quand on voit ici, je ne sais pas si je peux vous montrer ça, l'étude de Mechan, la petite étude de Mechan qui avait déjà montré un effet positif, on n'en a pas tenu vraiment compte, et c'est à partir de là qu'on commence à ventiler les patients de manière beaucoup plus agressive, avec des pressions beaucoup plus élevées, et à ce moment-là, on a fait introduire la fréquence respiratoire imposée, avec une fréquence qui est assez élevée. Donc, pourquoi cette efficacité? Alors, il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse, c'est qu'avec ce niveau élevé, on arrive effectivement à reposer le muscle diaphragmatique. C'est-à-dire que quand on donne une IPAP à 14, 15, on n'est pas suffisamment fort pour reposer effectivement le muscle diaphragmatique. Et donc, avec ces niveaux élevés, l'hypothèse est qu'à ce moment-là, on arrive vraiment à reposer le muscle respiratoire, on arrive à recruter de manière conséquente les petites voies aériennes et les ouvrir, et donc diminuer la pipe intrinsèque, et donc améliorer le rapport ventilation-perfusion, et ce serait par cette amélioration du rapport ventilation qu'on améliorerait la PaO2. Avec une fréquence élevée imposée, on va donc permettre une compensation et donc une meilleure évacuation de la capnie, et on va ainsi améliorer les gaz nocturnes. Donc l'effet positif sur le VMS, c'est toujours un petit peu contradictoire et on ne sait pas comment ça se passe. Bon, ça mérite peut-être
de plus ample, on doit fouiller peut-être un peu plus longtemps. Donc c'est juste le schéma qui résume un petit peu en schéma ce que je viens de dire. En augmentant la fréquence respiratoire, en augmentant le temps inspiratoire, on va contrebalancer cette pipe intrinsèque et permettre une meilleure ventilation-perfusion, ce qui agirait sur la PaO2. Et bien sûr, en jouant sur les muscles respiratoires, on va améliorer la capnie. Et tout ça aussi va nous permettre de restaurer les centres, la tolérance à la capnie. Donc comment on va initier cette VNI avec des chiffres élevés? Le problème qui va se poser chez ces patients, c'est le problème de tolérance. Je ne sais pas si vous êtes jamais amusé à vous mettre un masque de VNI, c'est pas sympa. C'est pas sympa, ça souffle fort, il faut vraiment savoir le supporter. Donc, alors, c'est difficile à supporter avec du 14K chez le patient BPCO, sachant que d'autres pathologies, les patients supportent beaucoup plus, mais ça peut être difficile à supporter. Et donc, autre point auquel je voudrais également insister, c'est l'insuffisance cardiaque. Pour ça qu'Escamilla m'a tendu un petit peu la perche. Le cœur, il est un petit peu emprisonné dans une atmosphère où la pression est déjà très élevée, où il est un petit peu bousculé. On va lui en mettre une autre avec des pressions élevées. Donc là, il faut prendre des précautions importante. Ceci dit, ce n'est pas une contre-indication, parce qu'on sait qu'il y a des phénomènes compensateurs du débit cardiaque chez des patients qui sont en chronique dans ces situations-là. Pas de consensus, vous le comprenez bien, pour la titration et la mise en place de ce type de ventilation. Toujours en hospitalier, ne pas être très pressé, ça peut prendre plusieurs jours. On ne peut travailler qu'avec un mode spontané contrôlé, d'accord, c'est-à-dire dans lequel on va imposer une fréquence respiratoire et on va commencer progressivement, en augmentant progressivement la pression inspiratoire et la fréquence respiratoire. Surveiller bien sûr la tolérance, l'inconfort et l'asynchronisme et toujours attention à l'interface. Donc c'est un petit peu les schémas qui ont été adaptés avec une évaluation régulière, une mise en place de départ assez soft et puis au fur et à mesure on va augmenter les pressions inspiratoires et mettre une fréquence respiratoire imposée de plus en plus importante et on va évoluer en fonction de la réponse de la PCO2, de la tolérance et de la saturation. Donc voilà, qu'en est-il aujourd'hui? On commence à avoir un petit peu d'espoir dans la VNI en chronique. Vous avez parlé tout à l'heure de la réhabilitation respiratoire. Je suis désolée, je n'ai pas pu assister, c'est de ma faute. Maintenant, je vais quand même vous en toucher deux petits mots. VNI dans le programme de réhabilitation respiratoire, pardon. L'effet de la VNI au cours d'un programme de réhabilitation respiratoire, je pense que ça a été largement démontré aujourd'hui, peut-être que vous en avez parlé tout à l'heure, je ne sais pas, mais par exemple sur cette étude de 2014, on voit bien que la tendance est en faveur du groupe de VNI concernant la fréquence cardiaque, concernant les lactates et concernant la charge de travail, mais également concernant la VO2 du groupe ventilé par rapport au groupe non ventilé. Et donc, là aussi, en 2014, 6 études ont été retenues par la Cochrane Review pour mettre le bénéfice de la VNI. Là, c'était la capacité à l'exercice, l'effet positif chez des patients ventilés et également sur les lactates. Et donc, on préconise aujourd'hui, dans la mesure du possible, de mettre la VNI au cours de l'exercice qui améliorerait les capacités à l'exercice de ces patients. Oui, mais là, je viens de vous baratiner avec la VNI en haute intensité. Est-ce que celle-ci a été vraiment utilisée? Est-ce qu'elle fait mieux aussi avec la réhabilitation? Très belles études. 2011, je pense, 72 patients VPCO sévère, GOL 3-4, hypercapnique, randomisés contrôlés en 2 bras, réhabilitation seule, réhabilitation avec la VNI. Avec la VNI comme particularité d'être une VNI agressive, avec 2 niveaux de pression, avec un mode semi-contrôlé, avec un backup respiratory donc assez élevé, une IPAP qui augmente progressivement, 3 mois en hospitalier et un suivi sur 2 ans. Une belle étude de 2 années. Plusieurs paramètres, IPAP moyenne à 23 et avec une fréquence à 18. Qu'est-ce qui se passe? Test de marche, mieux. Quelques résultats probants. Un test de marche amélioré. Alors, le groupe VNI, c'est le groupe avec les petits triangles. Sur le questionnaire COPD, on a une amélioration de la dyspnée. Je suis désolée, ça ne se passe pas très bien. Une amélioration sur la dyspnée, une amélioration sur la fatigue et sur l'émotion. Et sur l'amélioration de la PaO2, sur le premier tableau, donc on voit une amélioration de la PaO2, la capnie qui diminue et qui se maintient tout au long des 2 années, et là, c'est les HCO 3 mois. Et le VMS qui augmente par rapport au groupe réhabilité sans VNI.
Donc, pour conclure, VNI dans l'exacerbation aiguë de BPCO, vous allez me répondre oui. VNI dans l'insuffisance respiratoire chronique hypercapnique, finalement, la VNI n'a pas dit son dernier mot, elle a encore des choses à dire. On commence à avoir des résultats probants, mais il faut oser. Il faut oser ventiler les patients à des pressions élevées, même si c'est en alternance. On n'est pas obligé de les mettre sous machine pendant les 12 heures avec des pressions de fou, mais il faut oser, ça donne des résultats. VNI dans le réentraînement à l'effort sur un programme de réhabilitation respiratoire, ma foi, oui. Donc finalement, vous êtes pour ou contre la VNI dans la BPCO? Pour ma part, je suis pour. Merci beaucoup, professeur Serrage, pour ces excellentes présentations avec des rappels physiopathologiques et tous les conseils que vous avez donnés. Oui. Merci madame pour cet excellent exposé. Je voulais savoir dans l'emphysème bulleux, avec des bulles, de grosses bulles éventuelles, est-ce qu'il n'y a pas de risque pour cette VNI à haute pression? Merci. Alors, on a toujours eu peur des bulles d'emphysème dans la VNI, même en aigu, même dans les services de réanimation. Attention, on va mettre des pressions élevées, on va faire éclater les bulles. Et bien, selon mon expérience, je n'ai eu aucun pneumothorax sous ventilation non invasive. Ça fait, je ne vais pas vous dire les nombres d'années parce que ça va me vieillir. Donc ça fait un certain nombre d'années qu'on fait la VNI, que ce soit en aigu ou en chronique, et donc on n'a pas eu vraiment de pneumothorax ou d'éclatement de bulles sous VNI. Il faut savoir que c'est quand on voit un petit peu les territoires bullo-emphysémateux, et ben ce sont des bulles qui sont fermées, et donc finalement on n'a pas plus de complications chez ces patients-là. Donc moi je n'hésite pas à mettre la VNI chez les patients BPCO, de là à mettre du 40... probablement pas, certainement pas même, je dirais, mais je n'hésite pas à mettre de la VNI chez ces patients-là. Oui. Professeur Bartag. Oui. Merci. Je te rappelle, tu nous as demandé de mettre quelque chose ici à garder, mais tu as oublié peut-être. Donc je te rappelle si tu veux compléter par la suite. Ma question, plutôt, c'est une réflexion. J'ai essayé, c'est beaucoup de malades BPCO hypercapniques, de les mettre sous VNI. Je parle bien de l'état stable. En exacerbation, on ne peut que être d'accord avec toi. Donc, en état stable, ça ne marche pas malheureusement, sauf lorsqu'il s'agit de malades, bien sûr, restrictifs ou de syndrome obésité-hypoventilation. Et je me demande, est-ce qu'on ne peut pas conclure carrément et de dire, là où il y a de restrictif, ça marche, là où il y a de l'obstructif, ça ne marche pas? Alors, pour le petit bidule au fond de la tête, là, j'en ai parlé après, c'est l'étude de Diaz, qui avait montré que la VNI avait un effet sur le VR, qui diminuait le VR, qui diminuait la distension, pour rebondir après, pour essayer d'expliquer pourquoi VNI avec des pressions élevées faisait mieux. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, à un moment donné, effectivement, on disait, quand il y a des problèmes de parois, des problèmes d'obésité, hypoventilation, c'est-à-dire uniquement au niveau du diaphragme, quand on a des maladies neuromusculaires, ça marche merveilleusement bien. Et là, on est bien d'accord. Ça marche merveilleusement bien et c'est très très rapide. Le résultat, c'est en quelques heures de VNI, le patient, il est plus hypercapnique, il est réveillé, il est super content. Et à un moment donné, on a commencé à dire, on a l'hypercapnie, donc on a l'hypoventilation qui engendre l'hypercapnie, et on va mettre ces patients sous VNI. On a été déçus par les résultats. Pourquoi on a été déçus par les résultats? Parce qu'on avait en fait un frein à la ventilation, c'était cette obstruction des voies aériennes qui était fermée en fait. Et donc on n'arrivait pas à avoir les effets positifs de la VNI. Et on se disait, finalement, si c'est un patient BPCO hypercapnique, on lui mettait la VNI et que sa capnie restait stable, c'est déjà ça. On peut se contenter de ces résultats. Mais de là à demander à ce que la capnie diminue, eh ben, on ne pouvait pas faire. C'est ce que sont venus contredire ces dernières études. Finalement, le problème, c'est qu'on ne ventilait pas de manière suffisamment agressive. Maintenant, ce sont des études en cours, si tu remarques, c'est 2014, 2015, 2016, 2017. Donc maintenant, les Allemands, depuis toujours, ils ventilent comme des malades. Mais c'est des Allemands. Bon, il n'y a pas d'Allemands dans la salle. C'est des Allemands, donc ils ventilaient avec des pressions très très élevées. Et tout le monde était contre. Mais comment on peut ventiler avec des pressions aussi fortes? Mais finalement, dans la BPCO particulièrement, ils avaient raison, parce que en mettant cette pression inspiratoire aussi
aussi forte, on va ouvrir les petites voies aériennes, on va les recruter, on va réduire ce problème de ventilation-perfusion, ce trouble de ventilation-perfusion, et puis on va vraiment faire le travail du diaphragme et donc vraiment récupérer sur la capnie. Donc si avant on n'avait pas de résultat, mais c'est pas parce que la VNI avait, c'est que nous on ventilait pas, on n'avait pas la route, on savait pas comment faire pour ventiler. On les ventilait gentiment, on les ventilait pas de manière agressive. Autre chose, ce qui est vrai pour la BPCO n'est pas vrai pour les autres restrictifs, c'est-à-dire les fibroses. Tu peux ventiler la fibrose autant que tu veux, tu n'as pas de résultat. Restrictif pur. Donc les restrictifs pariétaux et sur les muscles, mais les restrictifs sur le poumon, ça ne marche pas. Ça commence à marcher sur les BPCO, mais là aussi sous réserve de ventiler différemment. Professeur Mziane Abdullah. Donc à mon tour de remercier le professeur Serraj pour son exposé effectivement qui est clair, d'autant plus c'est une avocate plaidoyère pour la VNI, on vous connaît pour ça. Ma réflexion en ce qui concerne donc la VNI, pas tellement effectivement comment il y a des procès-Khatar, en ce qui concerne cette l'insuffisance respiratoire chronique hypercapnique, surtout une exacerbation, ça ne se discute même pas. Pas dans l'état carrément en chronique, dans le vécu donc, de ces malades, surtout les BPCO, avec des capnies qui sont limites. Et effectivement, ça méritait donc de souligner ce terme mérite. Et pour, entre parenthèses, comme quoi, nous, pneumologues, on ne prescrit pas assez et on ne dispose pas assez de la gazométrie, qui est donc une grosse lacune en ce qui concerne la prise en charge de ces BPCO. Ça d'une. Je voulais dire en ce qui concerne dans le cadre du chronique, avec des capnies limites. Et partons d'une pipe qui est intrinsèque, qui est toujours là, d'une distension qui ne fait que s'aggraver avec le temps. Ne faut-il pas envisager, disons, une réflexion d'une VNI qui serait, disons, préventive ou bien carrément essayer de ne pas passer à côté de la date de faire la VNI chronique. Voilà. Merci. Merci, professeur Mziane. Vous avez totalement raison. Souvent, ces patients-là... Réponse courte, s'il te plaît. Tu veux que je parle? Mais j'ai fait mes 20 minutes. Bon. Il reste encore ma question. Docteur Mohammadi. D'accord. Donc du coup, tu m'as perturbé. Je suis totalement d'accord par rapport à la gazométrie. La prise en charge, le bilan du BPCO ne peut pas se concevoir, surtout à l'étape d'insuffisance respiratoire, sans gazométrie. C'est aberrant. C'est une aberrance, on ne peut pas savoir. Plus que ça, quand un patient est au stade d'insuffisance respiratoire chronique sur BPCO, on va dire insuffisance respiratoire chronique non hypercapnique. Tu vas lui mettre l'oxygène. Il faut recontrôler derrière. Ce sont des malades qui vont développer l'hypercapnie après et qui vont devenir symptomatiques sur cette hypercapnie. Donc deuxième bémol, faites attention aux patients BPCO, insuffisants respiratoires, parce qu'il y a un problème de commande. Donc faites attention à ces malades-là. Vous allez peut-être devoir les mettre de toute façon sous VNI pour ne pas aggraver l'hypercapnie. Avant, on disait capnie limite 55, 50, 55. On laissait la VNI, c'est ce qu'on disait avant. Si ça ne marche pas, ben pourquoi le pauvre homme le laisser avec ses machines et tout ça? On va arrêter la VNI. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'effet sur la capnie. On se rendait compte qu'on n'arrivait pas à la baisser. Elle augmentait peut-être pas, mais on n'arrivait pas à la baisser. Et donc là, aujourd'hui, là où je reviens aujourd'hui, où on commence à avoir des effets positifs, c'est qu'on ne paramétrait pas suffisamment. Ces patients, comment on les paramétrait? En spontané, fréquence respiratoire libre, petite pipe, 14, une pression expiratoire en fonction de la présence ou non d'un syndrome d'apnée de sommeil, et c'est comme ça qu'on les ventilait. Donc aujourd'hui, je pense qu'on devrait demander plus de la VNI que de stabiliser la capnie. Non, tu as atteint ton quota, c'est Stoulé, c'est Mziane, donc vous avez atteint le quota. Non, j'ai une question. J'ai une question, oui. C'est la dernière. Moi, en fait, comme tu as dit, Mounia, c'est très astreignant la VNI, déjà à pression normale. Encore augmenter la pression à 30 ou même à 40, c'est le barotraumatisme, c'est vraiment très difficile. Et il faut l'essayer, il faut essayer un jour le masque pour voir un petit peu la contrainte. Moi, j'aimerais savoir un peu si tu as une idée sur l'oxygénothérapie à haut débit. Parce que sur une étude italienne, je ne peux pas citer un peu les références, ça donne de très très bons résultats, c'est moins astreignant et ça commence quand même à émerger. Je ne pense pas qu'au Maroc on a l'expérience,
Mais je sais que maintenant, il y a des machines qui ont le mode OHD. Oui. Donc, je ne sais pas ce que tu penses. Alors, je n'ai pas d'expérience dessus, fatalement, parce que je n'ai pas l'oxygène au débit, donc je ne pourrais pas te répondre. Maintenant, je voudrais quand même soulever un point. J'étais également très réticente par rapport à des pressions très très élevées. J'étais réticente au tout début, et je me suis rendu compte que quand même, quand on ventilait les malades, par exemple les obèses, pendant longtemps, on s'est dit ça va être compliqué, la petite dame, etc. Elle supporte très très bien parce qu'il y a un bénéfice derrière. Elle se sent mieux et elle supporte, elle va s'adapter à sa machine. C'est pour ça que le problème de la VNI, c'est certes des réglages, mais c'est surtout la mise en place. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc finalement, il est clair que si tu mets le patient et que tu lui mets d'emblée un 30, c'est impossible à supporter. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est une espèce de titration. On va augmenter au fur et à mesure jusqu'au tolérable. Pourquoi les neuromusculaires supportent très très bien des pressions très très élevées? Il en redemande encore plus. On sait très bien que le BPCO, il a une maladie du diaphragme, exactement comme les malades neuromusculaires. C'est pas la même physiopathe, mais c'est également une maladie du diaphragme. Et les neuromusculaires supportent très très bien des pressions très élevées, jusqu'à 30. Parce qu'en fait, nous, on a l'impression, toi, tu es sujet sain, donc mais eux, ça repose leur diaphragme. L'énergie qui est bouffée par le diaphragme pour pouvoir fonctionner normalement, eh ben, il est reposé. Donc, ne sous-estimez pas cette tolérance. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est y aller graduellement, petit à petit, jusqu'aux limites tolérables. On va commencer par du 16-18 et on augmente progressivement. Et essayez, vous pouvez être surpris. Et prenez surtout votre temps. Prenez surtout votre temps. Monsieur Guettel. C'est pas une question chez... Et une dernière question chez Roger. Bon, moi, je vais vous poser une question très brève. Quelle est la durée limite que vous prenez? Et à partir de quand vous dites c'est un échec? 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, par nuit? Vous arrêtez quand? D'accord. Court. 2 heures pour vous? Court, c'est un peu compliqué de faire court. Chez le BPCO, il faut prendre du temps. C'est-à-dire que chez le patient BPCO, autant chez le SOH, le neuromusculaire, c'est très très rapide. C'est 1 heure de ventilation, tu refais des gaz, tu vois exactement ce que ça donne, il n'y a pas de souci. Par contre, chez le BPCO, il faudra répéter. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on ventile pendant 2 heures, on refait des gaz, on le laisse se reposer et on reventile après 3 heures, 4 heures de repos et on voit ce que ça donne au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une amélioration d'un coup. À la maison, il part chez lui avec sa machine. Oui. Vous acceptez combien d'heures sans ventilation? Mettons, vous lui avez mis 2 heures, voilà. Avec 2 heures arrêt, 2 heures ventilation, 2 heures exactement. arrêt. S'il fait que 2 heures, vous lui enlevez la machine? Alors, s'il fait que 2 heures, ça ne peut pas être efficace sur 2 heures. On est bien d'accord. Ce qu'il faut cibler chez les patients, c'est la ventilation nocturne au départ. Donc là, la nuit, moi, à la limite, il y a certains patients, je leur dis, écoute, ça dépend de la tolérance. Si tu la mets la nuit, toute la nuit, ça me va. Contrat rempli. On est bien. On est d'accord ensemble. D'accord? Donc déjà, ça dépend du patient. Il y a des patients qui sont très demandeurs. Mais s'il me met la VNI la nuit, c'est mon premier contrat. Parce qu'on sait bien que la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça s'en mêle. Et donc, s'il me met la nuit et la journée, il ne veut pas la mettre, pas de problème. D'accord? Voilà, c'est surtout la nuit sur laquelle j'insiste beaucoup. Après, quand je vois qu'il y a toujours une capnie résiduelle, la gazométrie le matin au réveil, il y a toujours une petite capnie résiduelle, il faudra allonger le temps de la VNI, etc. Après, c'est des petites finesses à régler. J'ai répondu? J'ai juste un petit commentaire parce que la question s'est répétée 2 fois, sur le risque de pneumothorax quand on ventile un BPCO. Là, il ne faut pas extrapoler, à mon avis, il ne faut pas extrapoler les problèmes de la ventilation volumétrique à la barométrique. Les machines dont on dispose actuellement, c'est des barométriques. Ça veut dire qu'elles calculent les pressions et elles font augmenter un petit peu les pressions pour soulager le patient. Là, sur les pressions qu'on a avec ces machines, ça ne va pas dépasser donc, les pressions de risque qui vont causer un pneumothorax. On est largement en dessous des pressions qui vont causer un barotraumatisme, effectivement. Donc là, il ne faut pas avoir peur, il faut ventiler ces patients. Ça leur fait beaucoup de bien, ça améliore leur état. Moi, je leur parle toujours de dialyse pulmonaire. Le patient, il ne peut plus dégager naturellement son PCO2. C'est de la dialyse pulmonaire, on lui donne un moyen de le faire. Voilà, c'est ça.
Roger, non. Une dernière question pratique. Vous avez un malade qui a une exacerbation, un BPCO en exacerbation, avec une PCO2 à 50, on le met sous VNI. Vous avez un autre qui vient vous voir pour la première fois, BPCO, vous lui demandez des gaz du sang, vous trouvez une PCO2 à 80 mm. La question? Qu'est-ce que vous lui faites? Alors, il faut savoir que la capnie peut être symptomatique ou pas. Un patient qui va développer une petite hypercapnie pas massive va bien la supporter. On peut être étonné d'avoir des capnies qui sont très élevées. Fatalement, ce patient, je vais le ventiler avec une capnie à 80. Il faut savoir que parfois, le patient en exacerbation sévère de BPCO avec une petite, entre guillemets, hypercapnie à 50, ce patient peut venir en acidose respiratoire avec des troubles de conscience parce que cette hypercapnie, il ne vit pas avec. Et donc, lui aussi, je vais le ventiler parce que, il est en exacerbation, je vais devoir lui mettre de l'oxygène, je vais aggraver fatalement sa capnie et donc on va le ventiler. On est d'accord pour le premier. Pour le deuxième, je vous dis. Oui, à 80. Pour le deuxième à 80, qu'est-ce que vous faites? Il ne se plaint pas de quoi que ce soit. Hein? Il ne se plaint pas. Il a une petite gêne respiratoire, mais il ne se plaint pas de ce 80 mm de mercure. Hein. Je pense qu'à 80 mm de mercure, on va se plaindre de quelque chose. À 80 mm de mercure, on est au-delà des limites. Et donc, il faut aller chercher. Sauf que lui, il s'est habitué progressivement à sa capnie. Et c'est ce type de patient qui va venir aux urgences avec une acidose respiratoire, parce qu'il a déjà un quota d'hypercapnie. La toute petite exacerbation va le faire basculer en insuffisance respiratoire. Ce sont ces malades-là qui rentrent en réa. Je ventile à 80 mm de mercure. Merci beaucoup, merci pour l'assistance.